La République démocratique du Congo traverse une crise multiforme. La situation politique actuelle précaire et tendue influe négativement sur l'économie du pays, qui n'a que le secteur minier comme principal pourvoyeur de recettes. Depuis 2015, la baisse de prix de matières premières sur le marché international a porté un coup total à l'économie nationale et par ricochet sur les ressources de l'État. La fluctuation de cours de matières premières joue dans un sens comme dans l'autre. Une économie fortement dollarisée, le franc congolais continue sa chute face aux devises étrangères. L'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale font bon ménage. Tous les biens et services prennent de l'ascenseur en cas d'une moindre rareté de dollars américains. Et quand il y a appréciation de la monnaie nationale, le prix sur le marché ne suit pas par la baisse. Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du magazine Economia qui reçoit pour vous M. Gabi Kouba, journaliste économique avec qui nous allons parler de la situation économique actuelle de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia. Bonjour M. Gabi Kouba. Bonjour Fifi. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Gabi est journaliste, chroniqueur des ressources naturelles, rédacteur en chef de la revue N Ressources. Donc c'est un magazine thématique qui travaille essentiellement dans les secteurs de mines, pétrole, énergie, environnement. Je collabore également avec la plupart des organes de presse qui sont basés ici à Kinshasa. Bref, je suis journaliste économique, c'est ce que je fais comme travail. Vous êtes donc journaliste économique. En tant que tel, pouvez-vous nous dire comment se porte l'économie congolaise? Bon, nous sommes dans une zone de turbulence depuis plus d'une année. En réalité, tous les discours sur la stabilité du cadre macroéconomique aujourd'hui ne tient pas. Le pays, en réalité, est en récession parce que le Congo compte plus sur l'exportation de matières premières. La diversification de l'économie n'a pas encore eu lieu parce que les secteurs qui apportent plus aujourd'hui, c'est les secteurs des ressources naturelles, notamment les secteurs miniers. Parce que le secteur pétrolier, c'est seulement une seule entreprise qui est basée au Congo central, qui produit du pétrole et qui est d'ailleurs en difficulté. Donc, la plupart des exportations de la RDC sont des exportations du secteur minier. Alors, dès lors que le secteur minier connaît la crise au niveau international, directement, la République démocratique du Congo en souffre parce qu'on est dépendant de ces secteurs. On est vraiment en difficulté, l'économie ne se porte pas bien, mais pensez-vous réellement que les choses puissent changer un jour? Oui. Le secteur économique dépend aussi de la situation politique du Congo. Et vous le savez pertinemment que nous sommes dans une crise politique profonde. Donc cette crise politique affecte aussi l'économie. Quand ça ne marche pas, lorsque vous n'avez pas une bonne gouvernance, lorsque les dirigeants se préoccupent plus de l'aspect politique que de l'aspect économique, ça ne peut pas marcher. Et même les investissements, parce que les gros investissements aujourd'hui, des investissements lourds, sont des investissements étrangers. Et l'argent n'aime pas le bruit, comme on l'a dit. Alors, dans cette situation d'incertitude, peu de gens sont vraiment intéressés par les richesses de la République démocratique du Congo dans une situation d'incertitude qui ne sera reluisante que lorsqu'on aura une stabilité politique certaine. Pas une certaine stabilité, mais une stabilité certaine. Oui, la situation politique très mauvaise, au rouge, empêche que l'économie de la RDC puisse aller de l'avant. C'est vrai. Mais nous n'allons pas rester bras croisés à regarder, à observer le côté négatif de toutes les choses. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que, aujourd'hui, là, que cette situation économique puisse s'améliorer? Depuis que Joseph Kabila est arrivé,
on a constaté quand même l'arrivée des investisseurs. Parce que jadis, certains secteurs étaient l'apanage de l'État. Je prends l'exemple du secteur de l'électricité. L'État avait les monopoles. Aujourd'hui, la loi sur le secteur de l'électricité existe. Vous avez les codes forestiers, vous avez les codes miniers, vous avez les codes des hydrocarbures qui existent. Vous avez d'autres réformes importantes. La création du guichet unique des créations des entreprises. À l'époque, ça n'existait pas. Mais il y a tant de pesanteurs. Lorsqu'on vous dit qu'une entreprise peut être créée aujourd'hui, en 4 jours, c'est faux et archi faux. J'ai l'expérience. Si vous allez aujourd'hui au guichet unique, vous n'allez pas obtenir tout ce dont vous avez besoin pour créer votre entreprise dans 3 jours. Vous ne l'obtiendrez pas. Il y a encore des pesanteurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, pour la visibilité de la RDC, pour montrer l'attractivité de notre pays dans les secteurs des investissements. Ce sont des initiatives que l'État, que le gouvernement, les différents gouvernements qui se sont succédés, et ce sont des initiatives qu'on a prises pour booster l'économie. Mais lorsqu'il faut faire l'évaluation, est-ce que nous avons obtenu des résultats escomptés? Je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a des pesanteurs politiques. Regardez. Aujourd'hui, vous avez un secteur bancaire qui a été en plein essor depuis un certain temps, même si il y a des banques aujourd'hui en faillite qui ont fermé. Combien de Congolais sont dans les secteurs bancaires? On n'est pas. Or, l'investissement marche avec la finance. Quand vous n'avez pas de banques capables de soutenir les investissements à l'intérieur du pays, vous pouvez élaborer de bons projets, mais vous ne savez pas là où il faut obtenir l'argent. Il y a des problèmes, des interférences politiques. Nous avons aussi un problème de mauvaise gouvernance. Comment on gère ce qui revient essentiellement à l'État? Je vais vous arrêter, vous allez un peu trop vite en besogne là. Je reviens sur la question des réformes. Vous avez parlé depuis l'arrivée de Kabila, plusieurs réformes ont été observées et l'application difficile. Mais moi, je reviens aux réformes les plus récentes, les réformes sur la fiscalité congolaise. Il y a eu des recommandations. Avant cette réforme, il y a eu une conférence sur le climat des affaires. Il y a eu des recommandations aussi, des ateliers et consorts. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ces recommandations ne sont pas mises en application? Alors, merci beaucoup pour cette pertinente question. S'il fallait tout simplement comptabiliser les nombres de forums et ateliers que le gouvernement a organisés, on serait très loin. Mais lorsqu'on organise des assises comme celle dont vous parlez ici, ça veut dire quoi? Il y a des recommandations. Et on met des commissions en place qui font le monitoring et l'évaluation, qui prennent des décisions courageuses et audacieuses, qui écartent ceux qui ne sont pas en mesure de gérer correctement la gestion de la chose publique, mais aussi la justice qui doit faire son travail. Donc, la sanction doit être positive. La sanction, autant elle est positive, autant elle est aussi négative pour ceux qui se seraient mal comportés dans la gestion de la chose publique. Curieusement, dans ces secteurs-là, vous avez parlé des réformes sur la fiscalité, un forum qui a réuni tous les délégués des provinces ici. Plus de 400 personnes. Mais vous savez qu'avant, il y a eu aussi des assises sur les coulages de recettes en 2013. Pour que les recettes de l'État coulent, on désigne des responsables de l'État. Ceux qui sont censés gérer la chose publique, ce sont ceux qui font couler ces recettes. Lors des assises sur la réforme de la fiscalité, en 2016, l'année dernière, le gouvernement a pris un train de mesures. Mais avant cela, il y a eu également d'autres mesures qui n'ont jamais été mises en application. Mises en application. Jamais mises en application. Jamais mises en application. On continue, plus on continue à multiplier les forums, plus la situation continue à se dégrader. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes qui sont à la base de tous les problèmes. Ce sont les mêmes qui se réunissent, et ce sont les mêmes qui font des recommandations, et ce sont les mêmes qui sont censés appliquer ces recommandations. Donc, le problème se pose à ce niveau.
À l'interne Donc, même. cela veut dire quoi, concrètement? Quand les dirigeants prennent conscience que tous les secteurs économiques ne marchent pas, ils se réunissent. Et ce sont eux les auteurs de la crise. On stagne en réalité. Il y a une certaine stagnation. On n'avance pas. Parce que les mêmes, vous allez trouver par exemple, quelqu'un qui a géré telle ou telle entreprise, il a été à l'ONATRA, a accusé de ceci ou cela, poursuivi, présomption d'innocence, liberté provisoire, demain. On le place ailleurs. Voilà, vous allez le trouver ailleurs. Ça ne change pas. Le phénomène, par exemple, qu'on a évoqué récemment lors du forum sur la réforme du système fiscal, plus de 200 taxes sur l'ensemble du pays. Et bien avant cela, je prends le secteur, par exemple, le secteur ferroviaire, le trafic sur le fleuve Congo. Le gouvernement avait suspendu certaines taxes inutiles. Jusqu'à ce jour, ces taxes continuent à exister. Et une frontière comme Kasumbalesa, le phénomène Bilanga, la fraude douanière, la fraude fiscale dans la frontière de la RDC, ce ne sont pas des citoyens ordinaires comme vous et moi qui avons inventé ces phénomènes. Ce sont des responsables de l'État. Une fraude à ciel ouvert. Même dans tous les services de l'État, dans toutes les administrations, même un simple geste banal qu'un citoyen congolais peut obtenir gratuitement ou moyennant ce qu'il peut payer, vous ne l'obtiendrez jamais sans payer le pourboire. Le problème se pose à ce niveau. C'est pourquoi toutes les recommandations, tous les forums ne donnent aucun résultat. Pesanteur, zéro. Vous pouvez entreprendre des réformes. Que doit faire l'État congolais? Changement profond du système. Le système étant celui-là, tout ce que vous entreprendrez ne marchera pas. Monsieur Kouba, vous avez dit que le système est à changer. Quand vous parlez de système, c'est trop vague. Que doit-on changer exactement? Que doit-on changer exactement? Je parle du système, vous dites que c'est vague. Ce n'est pas vague. Restaurer la confiance entre les dirigeants et les opérateurs économiques. Ça, c'est la première mesure. Mais pour qu'il ait confiance, il faut avoir le mandat, la délégation du pouvoir, que le peuple, donc il faut passer par les élections. Deuxième chose à changer dans le système, la justice. Avez-vous un exemple d'un responsable congolais qui a détourné l'argent, qui a été puni dans des pays où les gens sont suffisamment éduqués? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a même des gens qui ne peuvent pas exercer un mandat public jusqu'à la fin de leur vie pour avoir détourné l'argent du trésor public. Chez nous, ça ne s'est pas encore passé, ça ne s'est pas encore déroulé. Bien au contraire, la corruption, la concussion, le détournement se déroulent à ciel ouvert sous forme d'une compétition nationale. Donc il faut changer. Autre élément également, le militantisme des partis politiques. C'est vrai, un parti politique milite toujours pour conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas conquérir le pouvoir pour que les responsables politiques s'enrichissent. Lorsqu'on a le pouvoir, on l'exerce au profit de l'ensemble du pays. Et j'ai vu dans nos discussions, dans les couloirs, vous posiez la question, est-ce que les richesses du pays profitent à l'ensemble des citoyens? Non. Une oligarchie s'est installée pour gérer la République. Mais il faut y mettre fin. Tant qu'on aura des intouchables, du genre phénomène Bilanga. Quand vous voyez les phénomènes Bilanga dans les frontières, que ce soit à Aru, notre frontière avec l'Ouganda, même tout près de nous, ici au Congo-Brazzaville, quand vous traversez, on vous dit Isaiah Moutotel. Même un simple agent qui est censé, les préposés de l'État, qui est censé faire son travail ne peut pas le faire. S'il ose, c'est lui qui sera sanctionné. Alors comment voulez-vous que ça marche? Voilà pourquoi une refonte complète à ce niveau.
il faut apporter des... Deux exposés présentés aux acteurs impliqués dans l'analyse et la production des données statistiques en RDC à l'occasion de la Journée africaine de la statistique. Se basant sur les données économiques et les objectifs de développement durable, les orateurs ont rappelé la nécessité de production des informations importantes sur les potentiels du pays pour inciter à la croissance et la préservation de la nature. L'amélioration des statistiques économiques de bonne qualité est naturellement une question de choix public. C'est un investissement de base indéniable. Le produit intérieur brut, indicateur de la santé économique dont l'amélioration accroît le pouvoir d'achat, demeure une étude incontournable de valeur totale des biens et services produits chaque année en RDC, mais encore butée aux difficultés des ressources pour lesquelles l'INS plaide. Et ces statistiques doivent être utiles et aux producteurs et aux utilisateurs. Et la production des statistiques nécessite de doter aux services collecteurs, aux services traiteurs, aux services qui diffusent des moyens nécessaires. C'est ce qu'il faut pour l'Institut national de la statistique. Des statistiques sociales pour améliorer des données économiques afin de maîtriser les enjeux environnementaux figurent parmi les défis que l'Institut national de la statistique souhaite relever pour doter le pays, la population et les entreprises des indicateurs d'un Congo qui se veut émergent à l'horizon 2030. Monsieur Kouba, de par le monde, c'est l'économie qui régente tout un système. Alors qu'en RDC, c'est la politique qui régente toutes les activités. Pourquoi ce controverse? Les controverses ou la controverse, les avantages que procure la politique, la facilité. Lorsque vous regardez aujourd'hui, j'étais avant-hier, je crois, au ministère de l'Intérieur, au secrétariat général chargé des partis politiques. Plus de 600 partis politiques. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Mais je voudrais voir au guichet unique, les gens se bousculer pour obtenir les autorisations nécessaires pour créer des entreprises. La Chine continentale, avec 1,6 milliard d'habitants, compte plus de 10 millions de petites et moyennes entreprises. Je ne parle pas des grandes firmes. Au Congo, il y en a combien? Alors, la prédation. Pourquoi? Parce que la politique, c'est le moindre effort. Il suffit tout simplement d'être là, comme responsable politique, et lorsqu'on est placé quelque part, plus de soucis. Donc, une gestion vorace de la République ne soutient pas l'économie. Quelles sont les garanties ou les facilités qu'on accorde aux opérateurs économiques? Aujourd'hui, si vous entreprenez une démarche, j'en sais quelque chose, pour créer une entreprise, il y a plus d'obstacles de la part des services de l'État que des facilités. Ça ne marchait pas. Or, pour que les entreprises prospèrent, il faut que l'État crée des conditions favorables à la vitalité de ces entreprises. Il faut encourager l'initiative privée. C'est vrai. Je suis toujours un homme modéré. Je choisis toujours les justes milieux. L'État aussi a ses entreprises. Mais depuis un certain temps, on a parlé de la croissance. Quelle est la part des entreprises publiques dans cette croissance? Donc, c'est l'initiative privée. Il faut encourager l'initiative privée. Et c'est l'État qui doit créer ces conditions. Même ailleurs, vous et moi, à Dulon, Silicon Valley, combien d'entreprises publiques qui sont à Silicon Valley? Ce sont des privés. Il faut encourager. Chez nous, c'est le contraire. On n'encourage pas les privés. Il y a même des responsables qui, lorsque vous entreprenez une démarche, il entre dans votre action. Il veut avoir des parts au lieu de vous faciliter les tâches. Mais pour avoir des parts dans une entreprise, il faut apporter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut apporter? C'est tout simplement sa position politique. La signature. Ça ne marche pas. Monsieur Kouba, vous dites que l'État n'accompagne pas les initiatives privées. Oui. Au mois de février de cette année, le président de la République a promulgué la loi sur la sous-traitance
qui donnait plus d'accès aux entrepreneurs congolais justement dans ces secteurs. Ce n'est pas une façon pour l'État d'accompagner les initiatives privées, selon vous? Je ne dis pas que l'État n'accompagne pas les initiatives privées. L'État les accompagne, mais pas suffisamment. La loi, par exemple, sur la sous-traitance, qu'il faudra saluer. Nous prenons 2 secteurs essentiels. Je prends les investissements lourds, le secteur minier et le secteur pétrolier. Oui, c'est une bonne loi pour que les Congolais aient la possibilité aussi de créer des entreprises, s'associer aux multinationales qui viennent investir au pays. Mais le problème se pose à quel niveau? La loi, oui, c'est bon. Les moyens? Les moyens pour accompagner les opérateurs, oui. Il se pose un problème. La formation. Qui va donner ces compétences? Si vous êtes, par exemple, Lukusa Oil, vous créez votre société pétrolière. Vous dites, bon, je fais appel à une firme congolaise pour l'exploration à Bassankous. Combien de Congolais peuvent faire ce travail? Quand bien même qu'ils peuvent le faire, ils ont quels moyens? Les crédits bancaires? Il faut avoir l'argent. Il faut avoir la technologie nécessaire. Il faut avoir l'expertise. L'expertise, on l'a où? C'est dans les secteurs de l'éducation. Regardez l'état de nos écoles, de nos universités. Combien d'étudiants terminent aujourd'hui en géologie, pétrochimie, peuvent faire ce travail si vous créez votre société? Parce que la loi oblige aux Congolais d'aller là-bas. C'est bousculé. Mais il se pose aussi un problème. Les multinationales ne font pas l'apostolat. Mais vous et moi, si nous allons ailleurs, c'est pour gagner. L'accès au crédit bancaire. Vous avez les banques commerciales. Toutes les banques commerciales basées au Congo n'appartiennent à aucun Congolais. Si vous allez, par exemple, auprès d'un Libanais, vous pouvez concevoir votre projet. Vous pouvez entreprendre une démarche. Mais si vous concevez les mêmes projets qu'un Indien et que vous allez demander des crédits auprès d'une banque indienne, auprès d'une banque française, américaine ou belge, pouvez-vous vraiment avoir la chance d'obtenir les mêmes facilités auprès du banquier qu'un sujet belge, qu'un sujet indien, vous Congolais? Peut-être que le Congolais n'a pas assez de garanties à donner par rapport à cet Indien. Oui, c'est vrai. Le Congolais n'a pas assez de garanties à fournir aux Indiens. Mais j'ai discuté avec le président de l'association des banques congolaises une fois. Je lui posais la même question et il me répondait: les comportements d'un banquier ne tiennent pas compte de la nationalité. Ça, c'est dans les discours, mais dans la réalité, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est vrai. Je connais, on a eu même l'exemple d'un Congolais qui a levé des fonds en Turquie, auprès d'une banque turque, qui s'était présenté avec des titres, des faux titres miniers, pour obtenir des crédits. Il est revenu au pays. Le monsieur n'est jamais revenu au pays. On ne les connaissait même pas au ministère des Mines. Il n'avait aucun titre. Les Turcs sont venus, les messieurs s'étaient évaporés dans la nature. Donc, il n'y avait aucune garantie. Il y a un problème de confiance. Les banques travaillent aussi sur banque de confiance. Donc, il y a un manque criant de confiance. Si vous voulez, par exemple, l'expérience dont il est question, les entreprises publiques avaient l'expérience, même dans le passé. Paix à son âme, Ambroise Mbaka, qui a été le géant de la Gécamine, Mukamba, tant d'autres qui ont travaillé dans les entreprises publiques. Ils ont prouvé que les Congolais étaient capables de gérer. Où sont-ils partis aujourd'hui? Beaucoup d'entre eux sont là. Beaucoup d'entre eux sont là. Mais pourquoi on n'utilise pas cette expertise? En parlant de la Gécamine, une question me vient en tête en ce qui concerne les dernières déclarations de M. Albert Youma, qui parle de 15 ans pratiquement d'escroquerie de la part de multinationales vis-à-vis de la Gécamine. Un commentaire? Oui. Vous savez que notre dernière édition a consacré sa une à Youma lorsqu'il disait que l'industrie, je le cite, l'industrie minière n'est pas un îlot dans une économie. Tout doit aller ensemble. Une démarche systémique, une démarche globale. Ah oui,
Les partenaires de la GECAMINE l'ont ruiné, l'ont roulé. Et il m'a dit, on nous a volé depuis 15 ans. Mais lorsqu'on négocie les contrats, l'homme est par nature égoïste. Ce sont des Congolais qui ont négocié avec le multinational. Comment a-t-on négocié avec le multinational? Mais aujourd'hui, c'est ce que nous disions toujours, que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. On nous disait non, tel plan. Toutes les entreprises de l'État, sans aucune exception, bon, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux d'une entreprise comme la Cohydro? Mais regardez, Sonangol, c'est le géant de l'Angola. D'abord, la Cohydro, quand Laurent Désiré Kabila arrive, il s'inspire de l'exemple de la Sonangol. Sonangol, c'est des milliards de dollars, même si le secteur pétrolier est aujourd'hui en difficulté en Angola. Mais qu'est-ce que la Cohydro a donné comme résultat depuis que Laurent Désiré Kabila a pris l'initiative? Que ce soit les bras séculiers de l'État, ça n'a pas marché. Tous les plans de redressement de la GECAMINE, aucun n'a marché. Est-ce la faute aux multinationales? Mais maintenant qu'on fait un aveu d'impuissance ou un aveu d'ignorance, c'est parce qu'ils nous ont roulé. Il ne faut pas seulement crier qu'on vient nous voler, mais il faut savoir sécuriser votre patrimoine. Comment sécurise-t-on le patrimoine national pour que les étrangers ne viennent pas nous voler? Est-ce qu'on peut dire que l'État congolais connaît toutes les richesses que renferme son sous-sol au vu des tourbières qui ont été découvertes à l'Équateur par les Britanniques? Je peux répondre, je peux dire non. Non, pourquoi? Parce que la connaissance du sol et du sous-sol est fonction du budget alloué à la recherche, l'exploration notamment. Vous prenez un service de l'État comme le CRGM, le Centre de recherche géologique et minière de la RDC. Vous voyez ce service de l'État? Dans quel état il est? Laissé pour compte. Pour aller découvrir un gisement. Des gens qui vous disent, même la dernière carte géologique actualisée de la RDC ne prend pas en compte toutes les richesses sur le pays. La preuve est que la plus grande découverte minière de l'Afrique aujourd'hui, c'est dans les Lualaba. Or, c'était dans une zone quasiment désertique, dans la ceinture du cuivre. Ce sont des Canadiens d'Ivanhoe qui ont découvert cette mine de classe mondiale. Ils ont dit que ce n'était pas possible. De l'autre côté, en Zambie, il y a du cuivre. Au Congo, il y a du cuivre. Il n'y avait pas de raison pour que les mines aient sauté cette partie du pays. Ils ont fait l'exploration aéroportée et ils ont découvert un gisement. C'est le gisement Kamoua. Après le gisement de Kamoua, le deuxième gisement, c'est encore Kakula. Et aujourd'hui, ils travaillent sur la découverte d'un troisième gisement. Ils ont mis l'argent pour la recherche. Or, les Congos, à quel budget pour l'exploration? Pour arriver à déterminer toutes les ressources du pays, certifier les réserves, il faut un budget pour l'exploration. Monsieur Kouba, l'État congolais n'a pas d'argent, vous n'avez pas arrêté de le dire, mais nous savons que les États-Unis, qui est un État puissant mondialement et aussi endetté, pourquoi l'État congolais ne s'endette-t-il pas pour essayer de faire revivre l'économie congolaise? Oui. Pour s'endetter, il faut avoir la capacité et la possibilité de se désendetter, c'est-à-dire payer vis-à-vis de ceux qui vous prêtent de l'argent. Les États-Unis s'endettent. La France, tous les pays développés ont des dettes. Mais les dettes, vous n'allez pas seulement prendre l'argent des gens pour ne pas les fructifier. Il faut fructifier l'argent. Et on peut aller sur les principales places financières négociées. Les marchés, par exemple, des emprunts obligataires. Le Rwanda l'a fait. Le Cameroun l'a fait. Ces États ne sont pas mieux nantis que la République démocratique du Congo.
en ce qui concerne les ressources naturelles. Pourquoi le Congo ne les fait pas? C'est votre question. Je vous ai parlé d'un problème de confiance. La sécurité des institutions, la stabilité des institutions, la sécurité juridique, la sécurité aussi des personnes et des biens pour bénéficier de la confiance des partenaires qui doivent vous prêter l'argent. Et sur ce point, la RDC continue à patauger. La RDC continue à patauger, à la recherche de l'argent, des problèmes pour la survie de sa population. Monsieur Kouba, un mot à dire à l'État congolais. Un mot à dire à l'État congolais. Actuellement, la préoccupation principale de tous les Congolais, ce sont d'abord des élections. Le reste viendra après. Mais en attendant les élections, qu'est-ce qu'on fait? Nous attendons que la SNEL, qui est le principal opérateur, même si la loi sur les secteurs de l'électricité accorde aussi la possibilité au privé. Mais jusqu'ici, vous et moi, consommons encore l'électricité de la SNEL. On n'a pas encore vu les opérateurs nous essayons de privés consommer parce l'heure. que nous ne consommons pas. Donc, jusqu'ici, notre principal fournisseur de la régie des eaux, c'est la régie des eaux, pour l'eau potable. Donc, il faut que les dépenses nécessaires de l'État continuent. Mais il faut appuyer pour d'abord, restaurer la confiance entre l'État et le peuple. Aujourd'hui, quand vous voyez un gouvernant, il n'a plus de légitimité, il n'a plus votre confiance. Nous, en tant que citoyens, vous ne lui accordez pas la confiance. Ça, c'est un. Deuxième point, la stabilité des institutions solides. Troisième élément, la confiance entre les partenaires internationaux et les dirigeants. Autre point aussi important, la gouvernance. Il faut assainir la gestion de la chose publique. C'est vrai, nous pouvons dire, les multinationales, les partenaires de la GCAMIL nous ont volé l'argent. Mais le peu qui doit revenir à l'État, comment on les gère? Comment on l'affecte? Regardez les débats à l'Assemblée nationale. Toutes les années, des lois sur la reddition des comptes. Mais c'est un exercice, c'est tout à fait normal. Le gouvernement nous a présenté un budget d'autant de milliards de dollars. Comment avez-vous affecté cet argent? Des prévisions. Comment avez-vous mobilisé les recettes? Comment vous les avez réparties? Comment vous les avez gérées? Qu'est-ce qui reste à faire? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un simple rituel au Parlement. C'est un simple rituel au Parlement, la loi sur la reddition. Pourtant, c'est un exercice normal, un exercice de routine. Donc, si on répond à ces conditions essentielles, l'économie congolaise peut marcher. Monsieur Kouba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Fifi Lukusa. Merci. Le problème économique congolais réside dans la politique de gestion de la chose publique. L'économie congolaise qui est au rouge aujourd'hui a besoin de beaucoup de volonté et de moyens pour son essor. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été de nôtres et à la prochaine.